Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on va ouvrir pendant ces temps des rencontres du tourisme le premier temps off. Donc pour ceux qui ont la chance de regarder le programme, vous avez vu qu'il y a des temps off avec un certain nombre d'experts. Donc ce sont ces temps-là où la parole vous est ouverte, la parole en tout cas via le chat, et on vous propose de réagir sur le chat et que, en tout cas, nous, dans l'interconnexion que l'on a, qu'on puisse reposer ces questions-là en direct, et en direct là, maintenant, donc avec Brice Tution. Bonjour Brice, rebonjour, on s'est vu, enfin je t'ai vu ce matin sur la table ronde inaugurale. Donc pour que justement il y ait des questions qui arrivent sur le chat, Brice, je te propose que tu te présentes, que tu puisses dire les sujets, tes sujets de prédilection, de réflexion. Donc on en a eu ce matin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là avec nous ce matin, donc c'est pour ça peut-être que tu puisses redonner de la hauteur et insister sur certains sujets. Et à partir de là, ben, soit nous aurons des questions directes et je te les retransmettrai, ou soit, en tout cas, je te relancerai sur certains sujets. OK? C'est bon pour toi? Oui, mais, bah, écoute, Alors, avec plaisir. qui es-tu, D'abord, Brice Dution? bah, écoute, très bonne question. Merci, cher Emmanuel, de la pertinence et de la sagacité de cette première question. Alors, eh bien, moi, j'ai été pendant très longtemps enseignant, c'est-à-dire que pendant 23 ans, j'ai été responsable du tourisme au Conservatoire national des arts et métiers, et j'ai été également prof à Sciences Po à Paris dans un master qui s'appelle Stratégie territoriale et urbaine, où je m'occupais du lien entre développement territorial et activité touristique. Depuis le mois d'octobre dernier, je suis en charge du développement d'un campus dans la plaine du Var à Nice, qui est le campus sud des métiers. Je manage toute la partie tourisme avec une baseline marketing, c'est former les managers et les dirigeants du tourisme de demain, avec une vocation bien sûr azuréenne, mais aussi méditerranéenne et francophone, et avec une volonté, bien sûr, d'accueillir à Nice des élèves en formation initiale, mais surtout en formation continue, avec des programmes en exécutif, des partenariats avec des grandes écoles internationales. Bref, un projet relativement ambitieux. Voilà en gros qui je suis. Oui, tu Euh, es à Nice, là, donc malheureusement, nous ne donc, pouvons je, pas t'avoir parce que donc, je suis à Nice. Non, quelques petits incidents de parcours. je me suis mis à contre-jour, cher Emmanuel, parce que sinon le soleil niçois aurait été un peu une certaine forme de provocation pour les personnes qui sont Ah, dans le détrompe-toi. nord de la France. Il Mais j'ai il été fait aussi, comme super beaucoup beau en Bretagne, hein. Là, je peux te je dire, là, sais, je j'ai sais. pris les coups de soleil aujourd'hui. Mais j'ai été comme beaucoup d'azuréens confinés les 2 derniers week-ends, donc je ne fais pas vraiment le malin, bien entendu. Par ailleurs, j'ai aussi une activité de consultant, j'ai ma petite société et je suis spécialisé, et c'est un peu aussi les questions la question que tu m'as posée. Je suis spécialisé dans 3 domaines que je vais décliner très rapidement. Le premier domaine, bah, c'est le tourisme. Le deuxième domaine, c'est la culture. Et le troisième domaine, c'est le développement territorial. Et dedans, bah, il y a un certain nombre d'activités que je maîtrise depuis un certain nombre d'années. D'abord, l'accompagnement à la définition de stratégies pour des collectivités territoriales et locales. Donc, ça peut prendre toute forme, à la fois l'accompagnement à des schémas régionaux et autres plaisir, et on va sans doute parler du rôle de l'élu avec les perspectives d'élection dans les prochains mois. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je vais publier très prochainement le guide de l'élu délégué au tourisme aux éditions territoriales, donc je pourrais en parler aussi. Je me suis aussi spécialisé il y a quelques années par le biais d'appétence personnelle, parce que je dirigeais une troupe de théâtre, j'ai fait beaucoup d'activités également par ailleurs, sur le lien entre tourisme et culture. Et donc, je me suis spécialisé dans le tourisme culturel et patrimonial. Donc, j'ai publié pas mal d'articles, de bouquins, et j'ai monté un MOOC qui a été plutôt suivi de façon assez nombreuse, cofinancé par le ministère de la Culture il y a maintenant 2 ans, qui s'appelait Le tourisme c'est culturel. Donc, je me suis un peu spécialisé aussi dans le domaine, et j'ai la chance d'avoir un certain nombre de travaux en lien avec des opérateurs culturels sur 2 ou 3 dimensions: le développement de leur attractivité touristique, une vraie réflexion stratégique d'intégration de ces établissements dans une promotion et une attractivité territoriale. Donc ça, c'est un enjeu clairement posé pour les opérateurs culturels et patrimoniaux. Et puis le dernier type de réflexion
de travaux que je peux mener. C'est aussi pour les collectivités, travailler sur des stratégies à l'échelle de leur territoire pour les activités culturelles en lien avec le tourisme. Et puis le dernière activité, c'est le développement territorial. Donc là, avec une vraie réflexion de fond sur la dimension économique des activités de service, en y intégrant bien sûr le tourisme comme un des éléments phares. Et puis dedans, je réfléchis beaucoup et je travaille beaucoup sur les questions d'innovation. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Emmanuel, il y a déjà quelques années, puisque j'ai travaillé avec pas mal d'incubateurs, le Welcome City Lab et l'Open Tourism Lab, avec les questions aussi de ressources humaines et de formation, à la fois à l'échelle du territoire pour des jeunes et des moins jeunes pour des entreprises. Je travaille aussi pas mal sur les questions de prospective. Voilà, donc c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que je pense qu'on n'a jamais été très bon en prospective en France et je pense que c'est un élément central de réflexion et d'aide à la prise de décision pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises. Et puis, le dernier petit point de mes centres d'intérêt, de mes productions et de mes activités, c'est aussi un accompagnement pour la rédaction de bouquins et puis de production audiovisuelle. Voilà en gros un peu qui je suis et ce que je fais. Merci pour cette palette très très riche. Moi, du coup, c'est surtout peut-être le deuxième point. J'aimerais que tu reviennes, parce que tu as évoqué d'ailleurs la sortie prochaine d'un Vademecum, enfin, je ne sais pas comment tu le nommes, mais tu l'as évoqué ce matin dans la table ronde avec des échéances d'élections départementales et après aussi régionales. Donc, si tu avais des conseils au regard, en tout cas aussi du contexte qu'on vit depuis un an, euh, pour donc des nouveaux exécutifs qui se mettraient en place. Enfin, voilà, si tu avais peut-être quelques conseils ou comment, en tout cas, tu t'amènerais le regard d'élus sur les sujets qui concernent en tout cas l'objet donc des destinations touristiques. Par quoi ils doivent commencer aujourd'hui dans leur réflexion. D'accord. Oui, c'est gentil de penser à mes droits d'auteur, cher Emmanuel. Donc, je vais sortir là très prochainement, je pense, courant du mois d'avril, le guide de l'élu délégué au tourisme aux éditions territoriales. Donc, c'est un peu une certaine forme de, si j'ose dire, de Bible, mais j'en suis que le troisième auteur après nos camarades Jean-Luc Boulin et François Perrois. Je sais que Jean-Luc intervient aussi dans ces rencontres, donc je lui rends hommage. Je ne sais pas si François intervient également. Je me souviens pas, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai hérité de ce manuscrit que j'ai rebâti de fond en comble sur un certain nombre d'objectifs qui me semblent assez clairs. Le premier objectif, c'est d'abord quelle est la responsabilité de l'élu délégué au tourisme. Alors, l'élu délégué au tourisme, généralement, il n'apparaît pas au premier rang. Et pourtant, dans les réflexions, notamment liées au développement d'activités, au développement économique, on se rend compte que le tourisme fait partie vraiment des premières activités. Donc, d'abord, mon premier conseil pour les futurs dirigeants d'exécutifs, c'est bien reconsidérer le tourisme dans une acception plus large, en y intégrant le développement économique, le développement culturel, la question de la formation aussi, je pense, très importante. Donc, en ne mettant pas dans des équilibres territoriaux politiciens le 15e vice-président, mais en réfléchissant, en disant et en se disant que le tourisme est vraiment l'un des secteurs qui structure l'ensemble des politiques publiques à l'échelle d'un territoire. Et quand je parle de politique publique, ça peut être le partage des espaces publics dans des espaces urbains, mais aussi, bien sûr, le développement territorial, notamment des territoires ruraux. Donc ça, c'est mon premier petit conseil, c'est reconsidérer l'équilibre des listes constitutives d'un projet politique à l'échelle d'un territoire. Deuxième petit conseil, c'est vraiment se dire que ce qui a été fait jusqu'alors n'est pas à mettre au bûcher, bien entendu, mais c'est regarder le tourisme avec de nouveaux yeux et de nouveaux prismes. Pendant très longtemps, on a considéré que le succès du tourisme en France, c'était un succès, je l'ai dit ce matin, quantitatif. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut absolument changer la façon de regarder le fait touristique. Il faut regarder d'un point de vue qualitatif. Quel tourisme veut-on? C'est-à-dire quel développement économique et territorial lié aux activités touristiques, et puis aussi quelle implication des habitants. Je pense que ça, c'est un élément absolument central de l'acceptation du fait touristique, parce que crise Covid ou pas, c'est des tendances structurelles. Les touristes vont revenir.
Et forcément, il y a des questions absolument centrales qui vont se poser aux exécutifs qui vont être élus pour une période relativement longue, puisque une élection régionale, c'est quand même sur un temps relativement long. Donc, on a le temps de réfléchir, on a le temps de poser une stratégie, et ça, c'est aussi mon deuxième conseil aux futurs élus, c'est réfléchir à une stratégie qui n'aille pas copier les autres exécutifs régionaux, mais qui réponde aux impératifs des territoires. Moi, j'étais assez consterné. J'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet, puis j'ai accompagné quelques collectivités régionales les dernières années sur le manque de créativité de ces exécutifs, puisque dans le fond, tous les schémas régionaux finissaient par se ressembler. On avait quasiment les mêmes termes, on avait les mêmes réflexions, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au plus profond des identités touristiques et des identités culturelles des territoires. Ce sera d'ailleurs l'un des objets des futurs ateliers de la fin de cet après-midi. Et je pense que ça, c'est aussi un conseil. N'ayez pas peur d'être vous-même. Arrêtez de vous copier les uns les autres. Arrêtez aussi de déléguer les yeux fermés à des cabinets de conseil qui, dans le fond, ne font que refaire sur un territoire ce qu'ils ont fait ailleurs. Donc ça, c'est le deuxième petit Donc, conseil. ça veut dire que là, déjà, on voit, il y a deux. Moi, alors, la lecture que j'en ai, c'est deux conseils. C'est un conseil sans doute de réorientation budgétaire, moins penser marketing de la destination et dépenser de la promotion, mais plus réinvestir sur de l'ingénierie de l'offre, de la qualité de l'offre et de la créativité. Et donc le deuxième conseil, c'est de dire arrêtons de faire des copier-coller, osons se mettre autour de la table et rentrer dans les process de créativité pour créer notre propre Absolument. destination et notre propre identité. Tu as tout compris, cher Emmanuel, en intégrant à ce processus de créativité l'ensemble des acteurs. J'étais souvent frappé aussi depuis près de 20 ans que je tourne très régulièrement dans toutes les régions françaises et dans tous les territoires, en tout cas dans beaucoup de territoires, par le manque de connaissances au fond, des différents acteurs entre eux. J'ai monté plusieurs petits ateliers comme ça où les gens ont appris à se connaître. Et ben, je pense que c'est tout bête, hein, mais apprendre à travailler avec ce qui n'est pas son concurrent, mais ce qui va devenir son partenaire, c'est un changement radical de position et dans le fond de posture intellectuelle, donc de débouché économique. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel et ça va à l'encontre de notre culture française qui est quand même très autocentrée, très individualiste. Et dans le fond, le succès économique du tourisme, mais c'est vrai pour d'autres activités économiques, c'est d'abord le partenariat, la capacité à travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est aussi une autre piste importante. Et puis après, c'est bien sûr aussi se poser un certain nombre de questions. Depuis un an, et forcément avec le ou la Covid, il y a eu des réflexions sur ce que pourrait être le tourisme dans ce fameux monde d'après. Et je pense qu'il y a beaucoup de futurs élus qui sont convaincus que le tourisme va être profondément différent. Et moi, j'ai tendance à dire non, il ne sera pas profondément différent. Il soulignera des tendances structurelles inscrites depuis très longtemps, mais qu'on a eu tendance à nier ou à ne pas regarder de près parce que le succès du tourisme était tel qu'on ne s'est jamais posé de véritables questions. Les tendances structurelles, on les connaît. La proximité, la nouvelle donne territoriale, la prise en compte de l'environnement dans un certain nombre de choix. Je pense que là, c'est absolument central, y compris d'ailleurs l'association des habitants au processus décisionnel. Et on le disait encore ce matin avec le camarade Paul, mais l'objectif pour des exécutifs territoriaux, quelle que soit l'échelle considérée, c'est vraiment faire du tourisme une force d'un territoire, y intégrer l'ensemble des habitants et considérer aussi que le tourisme est une chance pour un territoire, mais les touristes qui viennent sont aussi des chances pour un territoire, sont une certaine forme de nouveaux habitants, de néo-habitants le temps de la durée de leur séjour. Donc ça veut dire que c'est vraiment changer le logiciel d'interprétation, arrêter une certaine forme d'artificialisation et aller vers une forme de durabilité de la compréhension du fait touristique. Voilà un peu moi, les quelques idées comme ça que m'évoquent tes questions pertinentes comme toujours, Emmanuel. Oui, je rajouterai à cela par rapport à ce que tu disais, l'ouverture du tourisme vers le développement économique, vers le développement durable, vers les infrastructures, vers les DSI, tout ça. Ok, donc c'est. Et si tu avais un conseil à donner à un élu, ou déjà une appréciation aujourd'hui de où en est l'ingénierie territoriale pour accompagner l'offre touristique, et
quel est le dialogue qu'une collectivité doit avoir vis-à-vis des OGD pour l'ingénierie territoriale et vers qui, comment tu vois demain dans la cartographie des OGD, hein, d'un office du tourisme, un CRT en passant par les ADT, quel est le rôle que pourra avoir plutôt l'un par rapport à l'autre dans ces OGD et vis-à-vis d'une collectivité régionale ou EPCI? Ben, écoute, déjà en prenant un petit peu de hauteur, tu voyages beaucoup en France aussi, Emmanuel. J'imagine qu'un certain nombre de gens qui nous regardent, si des gens nous regardent cet après-midi, mais savent tout à fait la propension qu'on a en France à vivre un peu sous la logique, disons, de cloche-merle. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui préservent leur précarité. Et donc, si mon voisin, qui est généralement mon ennemi, fait ça, ben, je vais faire le contraire de ce qu'il fait. Je pense que les temps sont révolus pour ce genre d'attitude. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intelligence collective à l'échelle de territoire qui transcende les limites administratives. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je me souviens, parce que je travaille beaucoup aussi avec le CNFPT, le Centre national fonction publique territoriale. Je me souviens de journées des rencontres territoriales du tourisme il y a quelques années dans un lieu dont je tairai le nom, comme ça les gens ne se reconnaîtront pas, mais dans une ville du sud de la France, voilà, en dessous de Lyon, au sud de Lyon. Et j'ai été frappé par un fait, mais on le rencontre partout ailleurs, que d'une part, les services de la commune qui nous accueillait ne connaissaient quasiment pas les services de l'OGD de la même ville. C'est-à-dire que les gens ne travaillaient pas ensemble, ce qui est absolument ubuesque. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme, non pas de complémentarité, mais de rivalité. Donc ça veut dire, y compris en termes de budget, public ou parapublic. Et donc ça veut dire qu'il y avait des décisions, des projets qui étaient concurrents, ce qui, à l'échelle d'un territoire, est absolument grotesque. Donc là, moi, je crois aujourd'hui, pour répondre à ta question, Emmanuel, qu'il est très clair qu'aujourd'hui, ce sont d'une part les régions et d'autre part les métropoles ou un certain nombre de PCI qui ont la maîtrise du projet et du développement touristique à l'échelle d'un territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des agences départementales, c'est vraiment de venir se greffer en toute complémentarité, en toute intelligence sur les projets régionaux, quelles que soient les tendances politiques. C'est-à-dire, le tourisme n'est ni de droite ni de gauche. Le tourisme, il a une logique territoriale, il a une logique de destination. Et je crois que c'est le terme clé aujourd'hui, c'est vraiment développer des projets à l'échelle de destination. Et les destinations peuvent être sur plusieurs territoires administratifs. Un exemple, le Mont-Saint-Michel, c'est 2 régions, c'est plusieurs départements. Ben, l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une destination. Et puis, le dernier petit point, et je vais te laisser la parole, parce que si tu me la laisses gentiment, je suis capable de la garder encore quelques heures. Le dernier petit C'est ton point... off, hein. C'est ton temps. Alors, Oui, mais bon, Emmanuel, il faut qu'on échange, sinon c'est pas rigolo. Mais sinon, le dernier petit point aussi à l'échelle des territoires, je crois qu'on a nécessité, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens un tout petit peu, dans cette concertation territoriale qui doit être, et ça existe hein, sur certains territoires bien entendu, qui doit être poussée à son paroxysme, c'est de se dire que les acteurs, l'ensemble des acteurs doivent être associés à la décision. Il n'y a plus de décision verticale, c'est-à-dire que l'élu n'est pas là pour fixer un cap et rendre ce cap obligatoire. Il est là un peu pour animer une équipe, je pense. Bien sûr, pour réfléchir à une stratégie, mais il faut que la stratégie soit collective. Et il faut qu'il y ait vraiment une vision collective. Alors, bien sûr, ça peut paraître à la fois ambitieux et naïf de ma part, mais je pense que le rôle de l'élu, c'est ça aujourd'hui, c'est de mettre en ordre, mettre en marche, sans connotation politique, un projet à l'échelle d'un territoire et y associer l'ensemble des acteurs. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est à la fois, les entreprises, quel que soit le statut public, parapublic, etc. Deux, dont les OGD d'ailleurs. Deux, c'est les habitants, totalement essentiel, bien entendu. Et c'est toutes les générations et tous les types d'habitants. Je pense qu'il y a des enjeux clairement posés, par exemple, pour l'accessibilité des lieux touristiques aux personnes à mobilité réduite. On a très peu fait encore pour eux via des labels Destination pour tous ou autres. Et puis 3, c'est aussi pour les visiteurs. Et les visiteurs ne sont pas tous des Chinois, loin s'en faut. Ça, c'était une erreur dans les derniers schémas régionaux de revendiquer dans chacune des régions
en dehors de l'Île-de-France, la deuxième place pour attirer des Chinois sur leur territoire. Mais je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux de l'économie touristique, des clientèles de proximité, nationales ou internationales, et retravailler vraiment l'offre à destination de ces clientèles, qu'elles soient françaises ou principalement européennes. Ok. Si je peux me permettre, je vais essayer de croiser dans tout ce que tu nous as présenté une chose, c'est entre ce que tu viens de nous dire et puis le fait que là, tu as une base plutôt du côté de Nice. Il est arrivé des événements très dramatiques sur quelques vallées au nord de Nice il y a ça quelques mois. Je sais que tu m'en avais parlé là, il y a 5-6 mois. Justement, ce sont des territoires, on est sur le pied du Mercantour, où pareil, je n'ai pas les limites tout à fait du parc du Mercantour, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Donc quand même un territoire qui se veut touristique dans l'API niçois. Avec des événements pareils, justement, quel est le process à lancer avec des élus? Est-ce que, en tout cas, tu prévois, dans le cadre du campus des métiers à Nice, de te servir, enfin, je vais mettre beaucoup de guillemets, de te servir de ça, en tout cas, comme des terrains d'expérimentation? Parce que là, en tout cas, sur un terme qui est la résilience, la résilience de l'activité touristique par rapport à ces aléas qu'il y a eu. Je pense qu'il y a des vrais sujets et des sujets où là, il faut qu'il y ait de l'intelligence collective et qu'il n'y ait pas des répétitions de mauvais scénarios à nouveau. Et il va falloir oser politiquement, oser des choix qui vont peut-être pas être simples. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels d'ailleurs, en tout cas, tu es en réflexion ou avec des collectifs? Alors, cher Emmanuel, bien entendu, bien évidemment, je suis à fond sur ce type de réflexion parce que moi, je suis de plus en plus convaincu que l'intelligence doit être collective. Donc, on travaille ensemble et je crois que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Mais au-delà, c'est qu'on partage aussi avec les gens qui bossent avec nous. Sur l'arrière-pays, moi, je crois aujourd'hui que bien sûr, le drame de la tempête Alex a déstructuré un patrimoine qui était un patrimoine à la fois naturel, mais aussi un patrimoine humain. Donc, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'activités humaines qui ont disparu avec ces inondations. Et je crois aujourd'hui que l'enjeu est très important. Alors, moi, depuis que je suis arrivé à Nice, j'ai développé des formations et je crois aussi aux dispositifs de formation pour accompagner les projets portés par des individuels, mais on est en train de travailler sur ce qu'on a appelé une creative factory, c'est-à-dire l'idée de travailler pendant quelques jours, pendant une semaine, avec des spécialistes venus du monde entier, des urbanistes, des architectes, des écologues, que sais-je, des spécialistes bien sûr aussi du développement touristique en montagne, pour repenser la façon dont on peut construire ou rebâtir un nouveau modèle à la fois touristique, mais de loisirs, mais culturel aussi, et en y intégrant des lieux de vie. Et je crois que là, c'est vraiment un élément central. Donc, ça veut dire que avec les gens qui travaillent avec moi ici à Nice, on est en train de développer ce modèle-là. On va organiser une semaine au mois d'octobre avec des spécialistes venus de France et sans doute de la francophonie et peut-être d'autres pays. On va travailler pendant une semaine à comment peut-on reconstruire, rebâtir, en tout cas réinventer le tourisme dans ce haut pays, puisqu'on n'appelle pas ça l'arrière-pays ici, mais le haut pays niçois. Et je crois aujourd'hui que les élus sont sensibles à ce genre de démarche, pour deux raisons au moins. La première, c'est qu'il y a une certaine forme de mutualisation des moyens. On n'essaye pas de tirer chacun de notre côté, mais plutôt d'être une sorte de plateforme d'innovation, mais aussi de plateforme d'ingénierie financière. Je pense que c'est un élément central aujourd'hui de crédibilisation, légitimité des initiatives. Et puis, on est aussi dans une certaine forme de plateforme d'intelligence collective. Et je pense qu'on est beaucoup plus fort collectivement que sur des projets qui vont s'additionner. Voilà, donc ça, je crois, c'est vraiment le sens de l'histoire, me semble-t-il, dans l'appréhension du fait touristique à l'échelle territoriale. C'est vrai pour la montagne, mais c'est vrai pour d'autres destinations ou pour tout autre type de destination touristique. Donc là, tu nous offres aussi donc l'opportunité de pointer du doigt une autre ouverture qu'il faut avoir dans ce type de processus. Donc c'est une vraie recherche ethnographique et vraiment multidisciplinaire. Il faut adjoindre donc des regards croisés avec des Absolument. spécialistes très différents et puis en venant d'horizons géographiques aussi très différents.
Absolument. Sur un autre territoire, moi, ce qui m'a frappé ces dernières années, il y a un grand projet d'investissement en France, c'est la préparation des Jeux Olympiques de 2024. J'ai organisé il y a quelques années un débat sur le tourisme dans le Grand Paris 2024. Et dans le fond, le mot touriste et le mot tourisme n'apparaissait pas à l'époque dans les travaux de la Société du Grand Paris. Ce qui est quand même un comble. Il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans, et qui est un comble quand on construit 60 gares en région parisienne, c'est à l'époque de ne pas avoir pensé à quelle offre peut-on penser et peut-on bâtir pour des futurs visiteurs. Voilà. Alors que le circuit de transport collectif part de Roissy et arrive à Orly. Donc, c'est-à-dire, c'est quand même la porte ouverte vers le tourisme de demain. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé en France. C'est-à-dire que on, on, se, on ne se pose pas de vraies questions sur quel patrimoine imaginer, quelle nouvelle forme de musée imaginer, etc. Et alors que là, c'est le lieu. Tu vois, dans un projet comme ça, alors il y a la rénovation des stades, il y a la transmission des infrastructures sportives, mais aussi c'est quelle ville peut-on imaginer demain? Je pense que ce genre d'attitude est sans doute contre-productive. Et aujourd'hui, je pense que les projets qu'on peut développer dans le cadre du campus et avec d'autres initiatives, et notamment en partenariat avec l'Open Tourism Lab, c'est de se dire, pensons collectif, pensons collectivement au modèle qu'on souhaite faire émerger. Alors, très bien, en tout cas, de parler Open Tourism Lab. En tout cas, l'occasion d'être en Bretagne m'invite à te parler du processus qu'a entrepris la région Bretagne autour de sa plateforme T-Hub et que je trouve vraiment très, très remarquable. Donc, malgré toi, donc tu n'as pas pu venir avec nous, mais alors, en tout cas, je t'invite à prendre contact avec l'équipe de T-Hub de la Bretagne, qui peut être aussi très inspirante. En conclusion, là, donc, sur le projet Tourisme Factory, est-ce que tu as des jalons à nous annoncer? Est-ce qu'il y aura des temps de partage? C'est quoi? Il y a un calendrier sur le projet? Alors absolument, on va annoncer officiellement le lancement du processus. Alors c'est un peu un scoop, mais je pense d'ici le mois de mai. Et puis ensuite, on va ouvrir l'appel à l'intelligence collective sans doute avant l'été, c'est-à-dire d'ici fin juin. Et puis, celles et ceux qui sont intéressés pourront prendre contact avec moi puisqu'on va organiser ça début octobre à Nice. Et puis ensuite, on a d'autres jalons, puisque ce n'est pas le temps d'une seule semaine. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une vraie ingénierie de projet, un accompagnement, accompagner des projets individuels d'entreprise ou de territoire, si c'est notre vocation, et de les accompagner sur un temps relativement long, c'est-à-dire on va se fixer 2 ans pour accompagner les premiers projets qui pourront sortir de cette fabrique collective, territoriale et touristique. Bon, parfait. Merci, Brice. Il nous reste, je crois, quelques minutes, peut-être 3 minutes. Est-ce que sur la partie formation, là tu es en plein dedans, tu as ce projet de campus avec un accompagnement sans doute très, très spécifique qui est destiné aux dirigeants, hein, dirigeants des entreprises touristiques. Aujourd'hui, tu leur livres quoi comme message principal avec des secteurs parfois qui sont complètement à l'arrêt? Ou quel est l'état aujourd'hui de ces dirigeants, de ces cadres, ils attendent quoi comme je sais pas, best practice ou comme attention, en tout cas, pour particulière? Alors écoute, sur le projet sur lequel je travaille depuis maintenant presque 6 mois, c'est un peu différent de ce que je faisais auparavant. Mais là, je me suis mis à fond sur 4 filières qui me semblent absolument essentielles et qui sont aujourd'hui en grande partie en crise, mais dont on suppose qu'elles vont repartir de façon peut-être soudaine, en tout cas de façon un peu différente de ce qui existait auparavant. La première filière, c'est l'hospitalité, et Ludovic en a beaucoup parlé ce matin. L'hospitalité, c'est le sens de l'accueil, puis c'est bien sûr toutes les structures d'hébergement. Et là, on est en train de travailler sur 2 niveaux, dans le fond, trans-filières. Le premier niveau, c'est le middle management, parce qu'on est absolument convaincu que la compétitivité et la force de frappe des entreprises du tourisme en France de demain repose d'abord sur du management opérationnel de proximité. Et il y a très peu de formations qui existent sur le sujet. Il y a beaucoup de licences pro et de masters partout dans les universités et les écoles qui promettent de devenir directement dirigeants.
c'est une vue d'esprit, c'est une faute professionnelle que de se spécialiser dans le domaine et de vendre ça à des jeunes ou à des moins jeunes. Donc nous, on a voulu se concentrer sur le sujet. Et là, depuis 2 semaines maintenant, on en est à notre 3e semaine de programme. On accompagne ce qu'on appelait des Hospitality Middle Managers en partenariat avec 16 palaces et grands hôtels de la Côte d'Azur qui aujourd'hui sont en crise, mais qui nous accompagnent parce que notre discours les a séduits avec un dispositif un peu particulier avec Pôle emploi. Et l'idée, c'est de préparer la reprise économique, c'est-à-dire préparer l'année 2022 en disant que l'une des conditions de reprise, c'est d'abord la qualité des équipiers et la qualité des collaborateurs des entreprises. Le deuxième niveau, ce sera, après le niveau de management opérationnel, ce sera le niveau de management stratégique de direction. Et l'idée étant que, bien sûr, une crise, c'est des entreprises qui disparaissent, mais c'est aussi un moment du business qui va se refaire. Donc, il va y avoir des entreprises qui vont se créer, il y a des entreprises qui vont être rachetées. Et l'idée, c'est d'accompagner les futurs dirigeants de structures, quel que soit le type de structure, mais aussi peut-être d'investisseurs, pour leur donner les clés, pour qu'ils ne se trompent pas dans leur investissement, dans leur projet, dans leur vision stratégique. Donc là, on est en train de travailler avec une grande école internationale pour créer la première école des dirigeants du tourisme, parce qu'on est convaincu aussi que ce sont des éléments absolument centraux. Puis les 3 autres filières sur lesquelles on travaille, après l'hospitalité, parce que sinon mon propos ne serait pas complet, c'est l'événementiel qui est un secteur particulièrement en crise. Donc on pense qu'il faut absolument réfléchir, vraiment travailler sur les métiers, les compétences professionnelles, et ensuite réfléchir aux formations qu'on pourrait monter. Ensuite, tout ce qui porte autour des loisirs et de la culture, et enfin tout ce qui porte autour du développement territorial, et notamment bien sûr les questions aussi de tourisme durable, avec un certain nombre de partenaires que tu connais bien et dont je ne ferai pas la publicité parce que sinon le temps nous manquerait. Ça y est, nous venons de dépasser depuis 10 secondes notre temps imparti. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup, Brice. Merci Merci de nous avoir Emmanuel. parlé à livre ouvert sur ta vie professionnelle. Et je pense qu'on a balayé vraiment toute ton actualité en ce moment. Donc merci beaucoup de nous avoir fait partager tout ça. Merci À très Emmanuel et au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt.